Au siège des Nations Unies à New York, la diplomatie chinoise est à l'œuvre. La nuit dernière, le représentant du président Xi Jinping a pris officiellement pour un mois les rênes du Conseil de sécurité. Très content d'être de retour. Régulièrement accusée de bafouer les droits de l'homme chez elle et de soutenir les dictatures partout, la Chine a d'entrée balayé les critiques. La Chine a toujours respecté les principes de la Charte des Nations Unies. La Chine a été un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial. Géant économique, Pékin assume désormais ses ambitions internationales et son expansionnisme décomplexé. De quoi inquiéter ses voisins. Taïwan redoute de devenir le prochain Hong Kong. Le Vietnam et les Philippines s'inquiètent des navires chinois qui patrouillent ostensiblement dans leurs eaux. Hier, le ministre des Affaires étrangères philippin a piqué une colère. Chine, cher ami, comment puis-je le dire poliment? Oui, comment dire, cassez-vous. L'affrontement s'annonce encore plus rude avec l'autre géant mondial. Les États-Unis accusent Pékin d'utiliser la manière forte pour arriver à ses fins. La Chine agit de manière plus répressive chez elle et plus agressive à l'étranger. Quel est l'objectif de la Chine? Avec le temps, la Chine pense qu'elle peut, qu'elle doit et sera le pays dominant dans le monde. Alors faut-il avoir peur du réveil international du pays le plus peuplé du monde? Entre l'Amérique et la Chine, l'Union européenne devra-t-elle choisir son camp? Trois invités pour en débattre. Shunyan Li, bonsoir. Vous êtes consultante spécialiste des relations commerciales franco-chinoises. Votre livre, Cyrano, Confucius et moi, une Chinoise à Paris, est paru aux éditions de l'Archipel. Vous considérez que Pékin applique la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays et adopte toujours une position diplomatique prudente et neutre. La Chine, ajoutez-vous, n'a pas la volonté d'exercer demain le même leadership mondial que les États-Unis, par exemple, aujourd'hui et depuis la deuxième moitié du XXe siècle. À côté de vous, Marc Julienne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des activités Chine à l'IFRI et vous estimez qu'avec le déclenchement de la pandémie, l'opacité sur son origine, la mainmise sur Hong Kong et la répression féroce contre les Ouïghours, l'année écoulée a considérablement dégradé l'image de la Chine dans le monde. Et à côté de vous, enfin, Antoine Bondas, bonsoir, chercheur Asie, spécialiste de l'Asie, donc à la Fondation pour la recherche stratégique. Vous êtes spécialiste, mais aussi vous enseignez à Sciences Po. Et face à la Chine, vous estimez que Joe Biden a les mêmes objectifs que Donald Trump, son prédécesseur, mais pas la même méthode. Le nouveau président américain essaye de fédérer une coordination internationale des démocraties. On démarre ce débat avec une question d'un de nos internautes. Une question de téléspectateur que je vous lis et transmets à tous les trois. En tant que présidente temporaire du Conseil de sécurité de l'ONU, sur quel dossier la Chine compte-t-elle intervenir? Antoine Bondas, ces derniers mois, on attendait l'intervention de la Chine sur des dossiers comme la Birmanie ou sur la Corée du Nord. Or, elle n'a rien fait, ou presque. Est-ce qu'il faut s'en étonner qu'elle ne soit pas cette faiseuse de paix qu'elle prétendait être? Alors, c'est extrêmement compliqué, puisqu'en dehors du discours officiel chinois, on a les actes. Alors, quand vous avez la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, vous pouvez avant tout porter des propositions, porter des initiatives, et on attend de voir les initiatives que portera la Chine. Ce qui est très clair, c'est que la Chine, au sein du Conseil de sécurité, ces 10-15 dernières années, a été de plus en plus active, y compris dans son droit de veto, puisqu'elle a utilisé depuis 2007 15 fois sur la Syrie, sur la Birmanie, c'était en 2007, 15 fois son droit de veto, quand la France ne l'a jamais utilisé ces 15 dernières années, et elle l'a fait surtout toujours sous la forme d'un double veto avec la Russie. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque non seulement la Chine avance ses intérêts, mais elle le fait également en coordination avec la Russie ou avec d'autres pays, que ce soit au sein du Conseil de sécurité ou dans d'autres agences de l'ONU. Alors, le chiffre du jour, restons autour de l'ONU. Oui, et parce qu'il n'y a pas que le Conseil de sécurité, chiffre du jour, donc 4 comme les 4 agences de l'ONU sur 15 qui sont présidées actuellement par des Chinois. Marc Julienne, est-ce que c'est normal, eu égard au poids démographique de la Chine? 18% des habitants de cette planète sont chinois. Ou est-ce que cela témoigne aussi d'une montée en puissance, d'une volonté de remodeler les relations internationales à ses intérêts? Alors oui, effectivement, c'est très stratégique de prendre la tête d'une organisation, donc 4 sur 15 actuellement, et des organisations relativement stratégiques, notamment sur la question des standards, sur l'alimentation et l'agriculture, donc des organisations importantes. Ils sont élus, ces représentants chinois, donc ce n'est pas la Chine qui a pris
par la force, je veux dire, c'est la tête de ces organisations. Elle a aussi proposé des candidats sur d'autres organisations où elle n'a pas été acceptée. Récemment, par exemple, en 2019, c'était sur la question de la propriété intellectuelle, une question un petit peu ironique. Et donc là, c'est pas passé pour le candidat chinois. Et ce n'est pas fait au hasard, c'est pour avancer. Alors oui, comme je disais, c'est stratégique de prendre la tête de ce type d'organisation. Ça permet de pousser l'agenda, d'avoir une certaine maîtrise de l'agenda dans ces organisations. Donc effectivement, ça ouvre de grandes opportunités pour la Chine, oui. Tulian Li, qu'est-ce que la Chine peut apporter au monde? Comment est-ce que la Chine, selon vous, peut rendre le monde meilleur et plus pacifique? Je pense que déjà, vu l'importance économique de la Chine, je pense le monde a plus d'intérêt à collaborer davantage avec la Chine. Surtout, on envisage les mêmes défis sanitaires, économiques et environnementaux actuellement. Pour moi, la Chine pourrait apporter un regard chinois sur... C'est-à-dire un regard chinois. Voilà. C'est-à-dire, on a une autre méthode, on a une autre culture, une autre mentalité aussi. Et mais les gens de l'OMS vous rétorqueraient que c'est l'opacité. C'est ce qui a été, par exemple, à l'époque de la pandémie, il a été très compliqué de pouvoir enquêter sur l'origine du virus et sur la manière dont ça a été pris en charge. La pandémie, effectivement, c'est un bon exemple. Je dirais que dans la première phase, la Chine a passé du temps pour réagir, mais dans la deuxième phase, je trouve que la Chine a bien contrôlé la pandémie et les mesures ont été très strictes en Chine et d'ailleurs ont été respectées par les Chinois. Et on voit aujourd'hui en Chine, les activités économiques ont redémarré. Et cela a aussi contribué au développement des entreprises étrangères. Voilà. On va regarder maintenant une carte, si elle vient nous voir. C'est ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ça a d'autres noms maintenant dans la terminologie du gouvernement chinois. C'était un projet d'envergure que la Chine a mis en place. Vous voyez ces cartes bleues, ces chemins bleu, jaune, rouge. Ça permettait à la Chine, Tulian Li, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, d'exporter ses excédents industriels. Et Marc-Julien Antoine Mondoise, arrêtez-moi si je dis une bêtise, en prenant des parts dans un port, en gagnant d'influence, ça permettait d'étendre la puissance de la Chine. Antoine Bondaz, est-ce qu'il y a des raisons de craindre ces routes de la soie? Elles font peur à beaucoup de gens. Est-ce que c'est rationnel ou est-ce qu'au fond c'est juste du bon commerce? Alors, il y a plusieurs aspects dans ces fameuses routes de la soie. On a longtemps présenté ça comme un projet uniquement de construction d'infrastructures. Et c'est ce que les autorités chinoises ont très largement mis en avant, avec un argument qui était parfaitement légitime. C'est vrai qu'il y a un manque d'infrastructures dans de nombreux pays, d'infrastructures notamment en termes de réseaux ferrés, d'autoroutes, etc. Et la Chine s'est proposée à financer une partie de ces infrastructures. Quelle est la contrepartie? Alors, la question, c'est justement ces contreparties, puisque les accords, par exemple, qui ont été passés sont, entre guillemets, classifiés, puisqu'il y a des clauses de non-diffusion de ces accords. Et là, il y a des inquiétudes légitimes, que ce soit de la Banque mondiale ou d'autres pays. Mais là où je pense qu'il faut vraiment insister, c'est que depuis 2015 et les premiers plans d'action qui ont mis en œuvre ces projets qui ont été présentés bien avant, puisqu'ils ont été présentés en 2013 par Xi Jinping, ces projets visent avant tout à renforcer la dépendance de pays à la Chine et de transformer cette dépendance en outil économique. On le voit aujourd'hui sur l'Australie, on l'avait vu il y a quelques années sur la Corée du Sud, auparavant sur la Norvège, et là-dessus, la Chine a parfaitement conscience, et elle a raison de le faire, entre guillemets, en tant que grande puissance, d'utiliser son levier économique à des fins politiques. Marc-Julien, la Chine est appelée à devenir la première puissance économique mondiale. Est-ce qu'on peut être la première puissance économique mondiale sans être en même temps la première puissance politique ? Alors l'objectif de la Chine, il est clair, c'est d'être à la fois la première puissance économique, mais aussi militaire, politique, diplomatique. Donc ça, c'est explicite, c'est ce que le président Xi Jinping appelle le rêve chinois, qui doit se réaliser à l'horizon 2049, le centenaire de la République populaire de Chine. Mais même certains objectifs doivent être réalisés avant, par exemple sur les questions technologiques. La Chine veut être la première puissance technologique mondiale, et c'est vraiment là-dessus qu'elle mise. Et on passe de l'être de toute façon, non elle avance vite, après il y a quand même beaucoup de retard encore, si on prend sur les questions spatiales. Les États-Unis ont tellement d'avance, ont des budgets tellement plus importants sur les questions militaires aussi, mais sur certains segments, on prenait la 5G, et évidemment la 5G c'est la première fois où la Chine a une longueur d'avance sur les États-Unis. Mais est-ce que, au-delà de ces acquis technologiques, est-ce qu'il y a un soft power, comme on disait, comme à propos des États-Unis, séduisant et capable de séduire le monde entier? Et l'Occident, ça a été le cas du soft power américain, la culture américaine, le soft power, c'est le cas?
Alors, en Chine, c'est peut-être le talon d'Achille. La Chine a fourni énormément d'efforts depuis les années 2000, depuis ces 15-20 dernières années, pour justement construire ce soft power chinois et pour être une puissance attractive, désirable. Et puis, ce qu'on constate ces dernières années, depuis 2019, mais surtout 2020, ce que vous avez rappelé, la pandémie, les affaires intérieures donc à Hong Kong, au Xinjiang, mais aussi la diplomatie chinoise à travers le monde et en Europe et particulièrement en France, on l'a subi, cette diplomatie qui est qu'elle est plus agressive, elle est bien plus agressive qu'avant. Les médias ont appelé ça la diplomatie du loup guerrier. Et ça, en fait, on a l'impression que ça va un petit peu à rebours. Ça détruit un petit peu les efforts que la Chine avait fournis jusque-là pour se faire passer pour une puissance pacifique, émergente et harmonieuse. Et neutre. Alors, on va évoquer avec vous, Nadia, le rapport aux médias étrangers. Oui, c'est presque une petite annonce que vient de publier le gouvernement chinois. Ça s'est passé le 18 avril dernier. Le vice-ministre des Affaires étrangères a adressé un message presque lyrique aux journalistes du monde entier. Je le cite, « Amis des médias, j'espère que vous allez tous devenir des Edgar Snow de la nouvelle ère ». Alors Edgar qui? Edgar Snow, c'était un journaliste américain des années 30, très connu notamment pour avoir été très très proche de Mao Tse-tung. Il avait chanté les louanges du Parti communiste chinois dans un livre qui s'appelle « Étoile rouge sur la Chine », qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui en Chine un énorme best-seller. Cette tentative de recruter des idiots utiles, c'est comme ça que les appelle le correspondant du quotidien Le Monde à Pékin, ça s'est déjà matérialisé de manière assez visible, peut-être même un peu grossière, sur Internet et sur les réseaux sociaux, avec des blogueurs ou plutôt des influenceurs occidentaux qui, en effet, prennent position ouvertement pour la politique de Xi Jinping. On pense évidemment, par exemple, à cette Française qui s'appellerait Lorraine Beaumont, c'est un pseudo, qui a nié les accusations de persécution des Ouïghours. C'était sur la version française de CGTN, qui est la télé d'État chinoise, et des contre-récits, comme ça, des récits alternatifs, pour dire les choses poliment. Il y en a plein, la toile. Antoine Bonda, c'est de la propagande avec des gros sabots, mais est-ce que ça peut marcher dans la mesure où on le sait, l'image de la Chine, elle s'est considérablement dégradée dans l'opinion publique. Alors, Marc le disait parfaitement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On a vu un effort considérable de la Chine ces dernières années, la réforme de CCTV qui est devenue CGTN, l'utilisation des plateformes, notamment de YouTube, un activisme bien plus important sur Twitter. Par exemple, juste un chiffre, le compte de l'ambassade de Chine en France tweet 10 fois plus en mai 2020 qu'en décembre 2019. Ils font un peu comme la Russie, parce que la Russie, ça marche, et là, ça ne marche pas beaucoup. Disons que la Russie a sûrement plus de relais au sein de la société française, et notamment au sein de la classe politique. Oui. La Chine, pour l'instant, n'y parvient pas. L'image de la Chine, vous l'avez dit, en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Corée du Sud, est à son plus bas historique. Et pour l'instant, elle n'arrive pas à convaincre. Mais la vraie question, c'est de savoir, est-ce que Pékin essaye de convaincre, ou est-ce que les diplomates chinois prennent des initiatives individuelle, avant tout pour se faire bien voir du parti. Et je pense que cette deuxième hypothèse est aujourd'hui plus crédible. C'est une question qu'on veut poser à Chun Yan-li. Je pense, puisqu'on a parlé du soft power, je pense que la Chine a encore un long chemin à parcourir face aux États-Unis, qui ont quand même un soft power très puissant. Les États-Unis ont passé presque 100 ans à construire leur soft power. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence américaine en Europe, dans les think tanks ou même dans certains médias, sauf qu'on n'en parle pas. Même dans les films américains, on peut trouver... Vrai, on a parlé. Voilà, on peut trouver un certain soft power. Alors, quand on parle de l'influence des médias chinois en Occident, on parle beaucoup de l'influence chinoise, comme quoi la Chine voulait conquérir le monde. Mais concrètement, combien de Français lisent les articles des médias chinois aujourd'hui? Quand on regarde Paris, la France, c'est quoi l'influence chinoise? Si on va au 13e arrondissement, oui, il y a des restaurants chinois. À part ça, il y a des produits de Huawei, mais c'est parce que les consommateurs français... Huawei, oui. Consommateurs français... Vous en souffrez, Chun Yan-li, vous qui êtes une Chinoise amoureuse de la France, qui travaillait sur les relations commerciales entre nos deux pays, est-ce que parfois vous vous sentez dans un pays hostile ou en décalage? Est-ce que vous regrettez que nous ne vous lisions pas plus? C'est une question très intéressante. En fait, personnellement, moi je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu trop de peur et trop de crainte par rapport à la Chine. Et parfois, qu'on exagère. Un exemple très concret. Aujourd'hui, sur un plateau télé ou même sur les réseaux sociaux, dès que je parle du bien de la Chine, il y a toujours des internautes qui viennent vers moi en disant « Tu fais de la propagande, tu es payé par le gouvernement chinois. » Mais genre, je dois tout le temps critiquer la Chine. Genre, la Chine est noire partout et l'indiable. Et ça, je trouve que c'est exagéré. Et finalement, ce ne serait pas très utile pour les Français. Vous faites une apologie de la nuance, en quelque sorte. La vraie Chine. C'est ça. Faites-nous écouter quelqu'un qui n'est pas très nuancé, forcément. Un homme qui n'est pas Chun Yan-li a rattrapé la nuance. Il s'appelle Wang Wenbin. Il est porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. Vous allez voir qu'il y a entre l'Occident et la Chine un vrai débat idéologique autour du mot de démocratie. Écoutons-le.
Forcer les autres pays à accepter son propre système démocratique, ou forcer tous les pays à adopter le même système sous la bannière de la démocratie, est un blasphème et une manipulation des valeurs démocratiques. Cela ne fera que créer des divisions, intensifier les tensions et miner la stabilité. Donc Marc Julienne, entre eux entre guillemets et nous entre guillemets, c'est une question de mots. Multilatéralisme pour les Chinois, ça veut dire chacun fait ce qu'il veut, chaque pays fait comme il veut chez lui. Et démocratie, que veut dire démocratie en chinois ? J'aurais du mal à le définir, mais oui, effectivement, sur la question du multilatéralisme, il y a une vision, enfin en tout cas, l'Europe, la France et la Chine revendiquent, promeuvent tous les deux le multilatéralisme, mais avec des visions, des définitions très très différentes. Et la vision chinoise serait plus une vision d'un multilatéralisme entre États, peut-être finalement un petit peu ce qu'on vivait en Europe depuis le XVIIe siècle, en fait. Où on ne se mêle pas des affaires du voisin. Voilà, ça régit juste les affaires entre États. On ignore d'autres acteurs que pourtant on a découvert en relations internationales ces dernières décennies, que les relations internationales, ce n'est pas juste des États. C'est aussi des organisations internationales, des organisations non gouvernementales, des sociétés humaines, des sociétés civiles. Et donc là, c'est plus en revenons à un multilatéralisme entre États, et ce qui régit les États n'engage pas les États à l'intérieur de leur pays avec leur peuple. Et ça pose aussi la question de l'universalisme, sur le fait, par exemple, de la question des droits de l'homme. La Convention universelle des droits de l'homme de 1948, dont la Chine est signataire, elle a même été active d'ailleurs dans la rédaction de cette convention. L'universalisme, finalement, serait une idéologie occidentale qui ne peut pas s'appliquer en Chine, et il faudrait la remettre en question. La Chine a d'ores et déjà proposé une nouvelle définition au sein de l'ONU, au sein du Conseil des droits de l'homme, qui n'a pas été validée. Sun Yanni, qu'est-ce que le mot démocratie pour vous, une Chinoise, vite ? Je pense qu'en Chine, déjà, les priorités des Chinois, de manière générale, ce n'est pas vraiment les débats idéologistes. Moi, je constate quand même une différence. C'est que quand la Chine, que ce soit à l'intérieur... Vous parlez de la Chine ou vous parlez de mainland ou Hong Kong ? De manière générale, à l'intérieur de la Chine ou à l'international, quand la Chine développe son économie ou lance des projets à l'international, on parle beaucoup des affaires, du business. C'est pareil pour l'initiative de la route de la soie. Au début, c'était essentiellement positionné comme une initiative économique. Pareil en Chine, dans la vie quotidienne, les gens ne passent pas leur temps à débattre sur les sujets idéologistes. Par contre, j'ai l'impression que les Occidentaux adorent parler... Ont-ils le droit de le faire d'ailleurs, d'avoir des débats? Ont-ils le droit d'avoir des débats sur l'idéologie du pays? Ils peuvent toujours débattre lors des retrouvailles. Dans leur cuisine, c'est ça que vous êtes en train de dire. En fait, je pense que la Chine n'est pas vraiment ce qu'on pense ici. La réalité de la Chine est beaucoup plus complexe. C'est pas vraiment leur priorité. Ça veut dire que... Il y a même des étudiants marxistes en Chine qui aidaient des ouvriers en grève et qui ont été punis par le pouvoir communiste. C'est vous dire à quel point c'est compliqué. Ça, c'est une autre histoire. Je voulais dire de manière générale, les priorités des Chinois, c'est comme les Français. La réussite professionnelle, la famille, etc. On n'est pas vraiment un pays communiste, surtout sur le plan économique. La France est plus socialiste que la Chine sur le plan économique. Oh, alors là c'est vrai. C'est un autre débat. Je reprends votre expression, Sun Yanli. Claude, les États-Unis. Antoine Mondaz, les États-Unis redoutent la concurrence de la Chine, que ce soit M. Trump, M. Biden, avec d'autres mots. Est-ce qu'il y a une logique, ce qu'on appelle la logique de Thucydide, qui veut que quand une puissance dominante est menacée, ça se termine par une guerre? Est-ce qu'on est sur ce chemin-là? Alors, la théorie des relations internationales est extrêmement prolifique sur cette question et il n'y a pas d'accord sur est-ce qu'il y a une guerre ou pas, et s'il y a une guerre, qui la provoque? Est-ce que c'est la puissance en ascension ou la puissance établie? C'est clair aujourd'hui, c'est de la part des États-Unis et quel que soit le président. Ça a commencé sous le président Bush Jr., puis Obama, puis Trump, puis désormais le président Biden. Il y a évidemment l'incapacité à se considérer demain comme la seconde puissance au monde. Il y a à la fois aux États-Unis des vagues de déclinisme qui sont extrêmement bien exprimées dans les médias, dans la vie intellectuelle américaine. Et au final, ce sentiment de déclin permet généralement aux États-Unis de rebondir. Aujourd'hui, les Américains, et c'est ce que vous disiez en introduction, ont à peu près les mêmes objectifs sous l'administration Biden que sous l'administration Trump. C'est faire face à l'émergence de la Chine, défendre les intérêts chinois, mais le faire sous forme de coalition, en se rapprochant des Européens, en se rapprochant des Japonais, des Australiens, des Indiens, des Coréens, etc. Il y a un mot qu'on n'a pas entendu, Taïwan. C'est un enjeu, c'est une crainte. D'ailleurs, est-ce que le président américain, est-ce que ça pourrait représenter une ligne rouge?
S'il y avait annexion ou menace d'annexion? C'est clairement un enjeu et c'est probablement l'enjeu majeur actuellement et un enjeu qui s'accroît, enfin, qu'il y a de plus en plus de tensions. D'ailleurs, la Chine, depuis plusieurs mois, et puis ça s'est accéléré depuis le début 2021, augmente, enfin, accentue les intrusions avec donc des avions de chasse ou des avions militaires de l'armée chinoise dans la zone de défense et d'identification aérienne de Taïwan. Ça, c'est quelque chose qui est quasi sans précédent en réalité et qui se fait maintenant sur une base quotidienne. Alors certains disent non. Thibault Nolte va s'intéresser et passer au rayon X, le Premier ministre australien qui ose affronter Pékin. Scott Morrison. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Mon cher Scott Morrison, j'ai vos radios sous les yeux, c'est messianique. Vous êtes Premier ministre australien depuis bientôt 3 ans et premier dirigeant mondial à avoir résilié des accords signés avec Pékin dans le cadre des nouvelles routes de la soie, le grand projet de domination économique mondiale chinois. Dernière mandale d'un pugilat permanent qui éclope vos relations bilatérales au plus mal depuis leur naissance en 1972. Je suis modeste fils de flic, je n'ai jamais pété dans la soie. Enfin, jusqu'à maintenant. Vous faites du lobbying mondial pour enquêter sur les origines du Covid ou étendre le pouvoir des inspecteurs de l'OMS, en Chine notamment, augmenter de 40% votre budget militaire sur 10 ans, accueillir des réfugiés hongkongais. Pékin, de son côté, taxe votre orge, harcèle vos journalistes, tweet un photomontage de soldats australiens égorgeant un enfant afghan. It is utterly outrageous and it cannot be justified. The Chinese government should be totally ashamed of this post. It diminishes them in the world's eyes. Ah, ces communistes sans foi ni foi! Contrairement à vous, prototype du pentecôtiste zéro qui a rencontré son épouse à 12 ans à l'église, exhorte les victimes de sécheresse à prier pour la pluie, approuve les thérapies de conversion pour homosexuels, exhibe un mini-sanctuaire de Jésus dans son bureau, mais aussi un trophée de bateau de réfugiés portant la mention peu charitable « Je les ai arrêtés ». Et ferme les yeux sur les épisodes fornicatoires de son idole, Donald Trump, absous d'un lacunaire. Je prends les gens tels que je les connais. Non, 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 mais je ne prends pas les gens. Je suis fidèle à Jenny, moi, quelle sainte femme. Oh. En 2019, pourtant, vous faisiez publiquement la leçon à Trump parce qu'il allait trop loin dans son crépage de Chinois, cause de dégâts collatéraux pénalisant les plus petits pays. Désormais, la croisade est repartie de plus belle contre l'hérétique et impie empire du milieu. Mon cher Scott, réjouissez-vous, vous finirez crucifié. Merci Thibault Nolte. Claude. Antoine Bondaz, en décembre, l'Union européenne a signé un accord sur l'investissement avec la Chine. Serons-nous, comme le souhaitent les Chinois, nous Européens, des êtres indépendants ou serons-nous, comme nous le propose M. Biden, des paladins du camp occidental ? Alors l'autonomie stratégique, ce n'est ni l'alignement sur Washington, ni l'alignement sur Pékin, et ce n'est surtout pas, comme la Chine aimerait que ce le soit, la neutralité ou l'équidistance entre les deux. L'objectif pour les Européens... C'est ce que demande la majorité des opinions publiques. Hein. Exactement. Les opinions publiques disent que si les États-Unis se battent métaphoriquement avec la Chine, nous ne devons pas nous en mêler. C'est en tout cas de choisir de façon indépendante nos intérêts. Pour être très honnête, cet accord doit être voté au Parlement, étant donné que la Chine a sanctionné des parlementaires européens. Aujourd'hui, il est extrêmement peu probable que ce texte soit voté au Parlement européen. Et c'est cela qui est très bien dans la démocratie, c'est que les parlements, in fine, ont leur mot à dire. Et c'est le mot de la fin de ce débat passionnant. Merci à tous les trois.